Bonsoir. Merci à tous d'être ici. Retour aux sources un petit peu pour AEC à la Cité mondiale. Donc, merci d'être ici pour cette nouvelle édition des signaux numériques. 6e édition déjà. Première édition estampillée ALPC. Donc, on est heureux aujourd'hui d'accueillir des acteurs, d'élargir un petit peu l'auditoire aux acteurs des anciennes régions Limousin et Poitou-Charentes. Cette année, les signaux numériques seront retransmis en live stream sur Facebook grâce à Jérôme Garin et à son équipe qui va assurer la captation vidéo. Donc là aussi, c'est tout nouveau, puisqu'on va profiter des dernières innovations de Facebook pour retransmettre en vidéo la présentation. Donc je dis bonjour à ceux qui nous regardent en direct, qui doivent être nombreux. Vous pouvez également laisser des commentaires sur la page Facebook d'AEC et également en utilisant Twitter et le hashtag Signaux16 qui devrait être affiché ou pas, c'est moi qui affiche le hashtag Signaux16. Voilà, donc la page Facebook et le hashtag. Vous avez également les codes Wi-Fi. Alors cette année, la conférence va être scindée en deux parties. Une première partie estampiller les signaux numériques présentés par l'équipe d'AEC. Et ensuite, nous aurons la chance d'avoir 5 intervenants qui interviendront sur 5 sujets différents pour présenter leur analyse des tendances qui se profilent dans les mois et les années à venir. Mais pour l'heure, je vais laisser la place à Laurent-Pierre Gilliard qui va présenter la première partie des signaux numériques. Merci, camarades. Bonjour. Alors, dans les remerciements aussi, remerciements à Orange pour leur concours pour avoir quelque chose d'assez moderne aujourd'hui, une ligne Internet, puisque ce magnifique bâtiment qui accueille des colloques quand même assez régulièrement, on ne peut pas avoir une ligne Internet en standard. Donc merci à Orange pour sa réactivité. Cette présentation sur cette première partie, sur la partie signaux numériques, on pourrait le résumer cette année à accélération. Alors, accélération technologique, on a deux grandes parties. Une première accélération sur des accélérations plutôt technologiques, ce que je vais vous présenter. Et Alexandre, tout à l'heure, va vous présenter une deuxième partie qui est plutôt sur des transitions sociétales, notamment dans le monde du travail. Donc, on va voir ces deux principales parties. Alors, on a fait un choix cette année. Accélération, vous allez voir, il y a énormément d'accélération. On a voulu éviter de vous déverser une avalanche de nouveautés technologiques dans tous les secteurs liés au numérique. Vous seriez retrouvé avec des quantités de choses. Donc on s'est dit, on va plutôt se concentrer sur les tendances principales. Ça ne sera pas forcément des nouveautés pour vous. On va parler d'intelligence artificielle, de blockchain, de réalité virtuelle. Et on s'est dit, on va se concentrer sur les tendances dans ces tendances principales. Parce que c'est forcément des tendances lourdes qui vont vous impacter dans vos usages et dans vos pratiques professionnelles. Donc, quitte à faire un choix, on s'est dit, on va partir là-dedans. Alors, première partie, donc, sur l'accélération technologique. Alors, je voulais d'abord rendre hommage à nos deux précédents veilleurs, et pour illustrer ces accélérations, Eric Kulner et puis l'inénarrable Antoine Chautard. Du temps de leur règne, quand Eric est arrivé sur le poste de veille, entre la détection d'une tendance et puis son application sur le terrain, que ça passe mainstream, que beaucoup d'entreprises utilisent ces tendances, on avait à peu près 3 ans. Le temps de sensibiliser, d'expliquer, de dire que non, ce n'était pas de la science-fiction. Au bout de 3 ans, on arrivait là. Quand Antoine a présenté l'arrivée du big data, il a fallu un certain temps avant que ça se déploie. Pendant la période Chautard, ça s'est un petit peu raccourci, mais on était toujours à peu près 18 mois, 12 mois, vraiment largement. Donc cette accélération, on prend un exemple, on y reviendra, sur la technologie de la blockchain. Vous voyez sur le graphique ici de gauche, ce n'est pas un terme nouveau, on en reparlera tout à l'heure, c'est arrivé en 2009, mais vraiment on a vu apparaître ça sur les plateformes, là on a pris El-Curator, à partir d'août 2015, enfin même septembre 2015, c'est apparu, le terme est apparu, donc vraiment avant on n'en parlait pas. Arrivé début d'année sur janvier-février, explosion, et vous voyez qu'en avril, donc à peine 8 mois plus tard,
vous avez un titre qui, il y a quelques années, aurait paru de la science-fiction, une grande banque, la BNP, donc, qui intègre totalement cette technologie pour financer les PME et les startups, donc en alliant deux mots, la blockchain et le crowdfunding, le financement participatif. Donc un titre totalement science-fiction il y a quelques années pour un tel acteur, un grand acteur de la banque. Donc là, on voit bien l'exemple de l'accélération entre l'apparition du concept, de la tendance, et puis son application massivement sur le terrain, moins de 8 mois. Donc illustration de cette accélération forte. Alors accélérer, c'est aussi prendre le risque de ne pas voir les évolutions et de penser avec des anciens modèles. On a pris l'exemple du jeu vidéo, connu de tous, le plus gros marché d'industrie culturelle dans le monde, bien au-dessus du marché du cinéma, du livre, de la musique. Aujourd'hui, si on vous pose la question, c'est quoi le marché du jeu vidéo ? Vous allez penser jeunes, 10-20 ans, plutôt des garçons qui vont acheter à la FNAC des DVD sur Xbox ou PlayStation. Les chiffres 2015, c'est 30% de joueurs sur mobile, donc loin de la console. C'est 40% prévu en 2018, c'est des chiffres qui vont même dépasser ces tendances, ils sont en train d'accélérer. C'est 50% de seniors aujourd'hui qui jouent. C'est un équilibre total entre les hommes et les femmes, mais c'est des modèles totalement différents. C'est pas que GTA ou des jeux de baston. Aujourd'hui, le modèle, c'est du free to start et micro-paiement, c'est-à-dire que vous récupérez, c'est le modèle Angry Bird ou Candy Crush, vous récupérez sur votre mobile gratuitement le jeu et vous achetez en ligne après avec du micro-paiement. Intéressant aussi, dans l'accélération de ces nouveaux modèles, vous voyez que 64% des M-revenus, donc les revenus générés sur mobile, sont générés uniquement par 0,23% des utilisateurs, qu'on appelle les baleines. Ça veut dire qu'on est aussi dans une accélération, une croissance de marché qui fait qu'on peut trouver des modèles économiques plus que rentables, pas expliquer Candy Crush ou Angry Birds, avec très peu de gens qui vont finalement payer. Illustration, un exemple qu'on a beaucoup aimé sur ce qu'on a appelé la parabole du lac Michigan. Ce que vous voyez ici, c'est le lac Michigan. On va prendre une correspondance entre des litres d'eau et puis des calculs par seconde. Donc calcul par seconde, c'est à la fois la puissance de calcul des ordinateurs, mais également la puissance de calcul du cerveau. Votre cerveau fonctionne avec un équivalent de calcul par seconde. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'échelle du volume d'eau du lac Michigan, le volume total correspondant en nombre de calculs par seconde, donc très gros, est équivalent à la capacité de calcul de votre cerveau. Votre cerveau, en nombre de calculs par seconde, c'est l'équivalent des litres d'eau du Michigan. Maintenant, on rajoute par-dessus ce comparatif la loi de Moore. Donc en 1965, Moore a dit que la puissance de calcul doublait tous les 18 mois. Il a dit deux choses, que le nombre de composants a été intégré 2 fois plus dans des puces, mais que la puissance de calcul, ça se traduisait, la puissance de calcul allait doubler tous les 18 mois. Donc ça, on va l'appliquer au lac Michigan. On part au début de l'informatique, donc en 1940, et on met 1 litre d'eau, 1 calcul par seconde. 18 mois plus tard, donc en 1942, on va avoir 2 litres d'eau, 2 calculs par seconde, et puis 4 litres, 8 litres, 16, 32, 64, 128, 256, 1024, 4096, j'en oublie un, etc., etc. Mais à l'échelle du lac Michigan, vous ne le voyez pas. Que vous ayez 1 litre d'eau ou 4096 litres, vous ne le voyez absolument pas. Et ce que montre cette animation, c'est qu'à cette échelle-là, vous commencez à voir le lac se remplir à partir de l'année 2012. Et c'est à partir de cette année que vous le voyez se remplir, et en à peu près 10 ans, le lac est totalement rempli. Et finit de se remplir en 2025, et 18 mois plus tard, vous aurez 2 lacs Michigan. 18 mois plus tard, vous aurez 4 lacs Michigan. Donc ça montre la croissance exponentielle de la vitesse de calcul, et ça explique aussi pourquoi, depuis récemment, en gros depuis 3-4 ans, on assiste à une accélération de l'arrivée de ces technologies. Alors si on applique un petit peu ça sur du comparatif, en l'an 2000, on avait des machines qui calculaient à l'équivalent de la vitesse d'un cerveau d'un moustique. Aujourd'hui, on va arriver en 2020, dans 4 ans,
à peu près à la vitesse de calcul d'un cerveau humain. Et puis, quelque part entre 2050, on va arriver à la vitesse de calcul de tous les cerveaux de la planète. Donc la machine arrivera à des puissances de calcul phénoménales. Alors on dit que la loi de Moore a arrêté depuis quelque temps d'exister, que ça se ralentit, mais c'est essentiellement l'intégration dans les composants. Il suffit de mettre 2 microprocesseurs et vous doublez la capacité de calcul. Alors ça, si on le lit avec notamment une autre explication de cette accélération qui est la réduction de tous ces composants, avec quelques exemples. Vous voyez ici, ce que vous voyez ici, c'est un micro-ordinateur. Exactement la capacité de ce que vous utilisez sur votre bureau. C'est de la taille réelle, ça fait un tiers de banane, et ça va sortir en juin, c'est 9 $. Donc vous branchez, il y a une prise pour brancher un clavier, un écran, et puis vous avez la puissance d'un ordinateur. Vous avez ici, vous imaginez, c'est un quart de dollar, donc gros comme ça, et là, c'est la prochaine génération de ceux-là qui auront exactement cette taille. Pareil au niveau des capteurs comme de la société Climb, va vous permettre de gérer de la géolocalisation, de la température, du mouvement, de la luminosité, l'humidité, les UV, etc. Donc quand vous couplez les capteurs, la puissance de calcul, la miniaturisation, le deep learning, on va en reparler, c'est-à-dire la capacité des ordinateurs à apprendre seuls sans être programmés spécifiquement pour des tâches, plus l'arrivée massive de données, ça vous explique cette accélération qu'on est en train de vivre depuis quelques années. Alors, comme le dit Eric Scherer, l'excellent directeur de la prospective de France Télévisions, lors du dernier South by Southwest à Austin, la vraie disruption n'est pas derrière nous, elle est devant nous, avec l'arrivée de ces technos. Enfin, il a dit à l'envers, mais bon, vous comprenez. Premier exemple en application, l'intelligence artificielle, donc qu'on a appelé l'ère des robots logiciels. On s'était imaginé que les robots auraient plutôt cette tête-là, or on voit aujourd'hui que les robots, c'est essentiellement des robots logiciels. Vous avez forcément entendu parler d'intelligence artificielle récemment, puisque l'intelligence artificielle de Google a battu un des champions du monde du jeu de Go, avec des coûts notamment qu'aucun humain n'aurait réalisé, des choses propres à la machine. Vous avez peut-être aussi entendu, ça a été moins communiqué, mais une intelligence artificielle de Microsoft a été mise en ligne pour se faire passer pour une adolescente répondant à Twitter. C'était totalement automatisé. En 24 heures, ils ont dû la sortir, d'être en ligne, parce qu'elle avait tendance à proférer quelques propos légèrement pro-hitlériens et dans un vocabulaire largement au-delà de ce qu'un ado de 15 ans peut arriver à faire. Donc là aussi, ça montre qu'il y a des progrès, mais les machines apprennent vite. Le patron, le fondateur de Wire, disait à ce même salon à Austin que la formule gagnante pour les 10 000 prochaines startups était simple, c'est vous prenez X, n'importe quel sujet de startup, et vous lui ajoutez de l'intelligence artificielle et vous allez avoir une grosse partie des startups qui vont arriver sur le marché. Alors on va balayer un petit peu quelques exemples en regardant quelles sont les tendances fortes qui arrivent, intelligence artificielle appliquée à différents métiers. Premier exemple, la traduction automatique. Donc, grosse accélération sur ce sujet. L'exemple de la société Illy qui va bientôt mettre sur le marché ce petit boîtier. C'est grand, ça fait 10 cm. Vous appuyez dessus, vous lui parlez, ça marche pour le moment en 3 langues, vous lui parlez en anglais, vous arrêtez d'appuyer et il vous traduit ça automatiquement en japonais dans cet exemple-là. Autre exemple avec la société MediaOne, qui elle est une société française, qui va permettre de faire de la traduction à la volée pour des sous-titres et de la traduction de films ou de conférences. Et tout ça va bientôt être intégré, commence à être intégré dans Skype, produit grand public, où vous allez là parler en direct en français et votre interlocuteur, qu'il soit croate, Peul ou tout simplement anglais, aura la traduction de la conversation en temps réel. C'est-à-dire vous parlez et lui entendra dans sa langue. L'année dernière, Antoine Chautard avait parlé
des progrès justement en intelligence artificielle dans l'écriture automatique. Demain, le journaliste est remplacé par l'intelligence artificielle. En fait, là aussi, ça s'est énormément accéléré par rapport à ce qui avait été dit l'année dernière. Il y a vraiment une grosse accélération. Vous avez le New York Times qui a mis en ligne un test où vous devez dire est-ce que c'est écrit par un ordinateur, par une intelligence artificielle ou par un journaliste. C'est impossible d'y arriver. Vous avez les 2 premiers exemples. Là, notamment, c'est quelque chose qui était en test depuis 2014. C'est une intelligence artificielle qui, dès qu'il y a un tremblement de terre, passe un communiqué. Et maintenant, elle est en ligne réellement, plus pour de la démo, depuis quelques mois. Là, c'est la même chose sur, je ne me rappelle plus, fait par un journaliste. Donc honnêtement, vous lisez, très difficile de faire la différence. Ça s'applique à là, du communiqué de presse, assez basique. Ça s'applique aussi sur des poèmes, des textes plus littéraires. Aujourd'hui, ce qui va arriver sur l'écriture automatique, vous allez pouvoir décider à qui s'adresse le texte, si vous voulez que ça soit synthétique, si vous voulez que ça soit littéraire, si c'est un public averti, si c'est du grand public, vous allez pouvoir régler quel est le public en sortie. Un des patrons des boîtes phares sur la reconnaissance du langage disait très récemment que les avancées dans ces 3 dernières années ont été supérieures à celles des 30 années précédentes, sur tout ce qui va être reconnaissance du langage, qui est près de la reconnaissance du texte. Alors on voit apparaître, on avait déjà parlé dans les signaux, bon nombre d'assistants virtuels de plus en plus intelligents artificiellement. Le Bordelais Weedy vient de mettre en ligne il y a 1 mois la nouvelle version de son produit, qui intègre une intelligence artificielle franchement assez brillante. Vous avez une autre société française, Julidesk, qui là remplace des actions de secrétariat pour de la prise de rendez-vous, qui commence aussi à être très efficace. Et puis vous avez un peu le Graal des assistants virtuels, Vive, qui a eu la bonne idée de présenter son produit il y a 2 jours. Ça fait un moment qu'ils travaillent dessus, mais ils viennent de le rendre public. Alors vous avez dans les présentations, toutes les présentations, il y a des liens qui vous amènent vers des ressources complémentaires, notamment sur celle-là, vous avez la présentation avec de la démonstration, pour le moment qui n'est pas tout à fait aboutie, mais qui permet notamment de comprendre la puissance d'analyse du langage. Dans cet exemple-là, je pense que vous n'arrivez pas à le lire, la personne parle et va demander est-ce qu'il fera plus de 70 degrés, on est en Fahrenheit, près du Golden Gate, du pont du Golden Gate, après 5 heures de l'après-midi, le jour après-demain. Et automatiquement, bon, la question est un peu couillonne pour poser cette question-là, mais automatiquement, l'intelligence artificielle arrive à croiser et à répondre. Donc à la fois, elle comprend bien, mais aussi elle va croiser des choses pas de premier niveau, c'est-à-dire c'est pas simplement la météo. Vous lui demandez de réserver un voyage à New York-Paris, il va croiser dans des bases de données les compagnies les plus sûres, les prix les plus intéressants, la place la plus intéressante dans l'avion, etc. Donc, gros croisement de données. Et puis, après-demain, une des prochaines grosses tendances sera l'intégration dans des assistants virtuels que vous aurez dans l'oreille, qui vous écouteront et qui pourront vous parler. Et ça doit vous faire penser à un film qui est sorti récemment, Her. On est complètement là-dessus. Des sociétés comme Sony sont en train de travailler là-dessus. Autre champ, mais qui n'est pas si loin que ça, c'est les chatbots. Donc les chatbots, c'est des intelligences artificielles avec lesquelles vous allez interagir en tapant, en chattant, comme sur votre messagerie, comme du SMS. Le patron d'une des boîtes qui travaille sur ces sujets-là dit que ces applications vont être les nouveaux navigateurs de demain et vont remplacer les nouveaux sites Internet. Alors il y a plein d'exemples. Un exemple, par exemple, il dit vous arrivez dans un stade, au lieu de savoir de vous connecter sur le site Internet, trouver à quel endroit on peut passer des commandes, etc., vous aurez directement le chatbot du stade avec lequel qui va vous être poussé par SMS, et puis vous pourrez interagir avec lui pour commander 3 bières, du popcorn, etc., jusqu'à faire du paiement. On le voit sur certains sites de commerce, c'est déjà intégré. En général, au bout de 3 questions, vous le jetez parce qu'il ne vous comprend pas.
Mais là, c'est les versions intelligentes de ces versions-là. Ce qui a tendance à lisser la tendance, c'est que c'est des choses qui ne sont pas forcément nouvelles dans les usages. Vous avez pris l'habitude, ce que vous preniez un billet SNCF ou que votre cuisine Ikea ne vous plaise pas et que vous le disiez sur le chat de chez Ikea, vous avez pris l'habitude déjà d'interagir avec des versions pas super finaudes de ces chatbots. Mais booster à l'intelligence artificielle, ça va vous permettre d'avoir vraiment des services différents. Facebook a sorti une plateforme de ces chatbots, évidemment, très intéressant pour eux. Vous avez dans votre dossier, on a fait une note de veille sur le messaging qui donne des exemples un peu plus complets. Alors, autre exemple, pour aller un petit peu plus loin, avec un Bordelais, Louis Dorard, qui travaille dans la société s'appelle papies.io, qui a monté l'année dernière, en fin d'année dernière, un concours de start-up avec Telefónica, l'opérateur télécom espagnol. Et c'est un concours de start-up où 10 start-up ont pitché sur scène. Et le jury n'était pas un jury humain, c'était une intelligence artificielle qui a reconnu les discours des pitchs des start-up, les a jugés, les a classés et a donné un résultat. J'ai repiqué une diapo à Louis Dorard également pour montrer dans le cadre du e-commerce. Alors là aussi, on est sur l'exemple d'Amazon. Ça fait longtemps qu'Amazon vous met sur sa page d'accueil des choses qui sont à peu près personnalisées. Jusque-là, c'était assez basique. C'est-à-dire que si vous achetez cette magnifique paire de chaussettes, prenons cet exemple-là, il va regarder qui d'autre avait acheté les mêmes paires de chaussettes, qu'est-ce qu'ils avaient acheté, et en vous disant si vous avez aimé cette paire de chaussettes, vous aimerez aussi cette paire de lunettes, ce pied photo, etc. Maintenant, ça va beaucoup plus loin, puisque vous avez une intelligence artificielle qui va non seulement analyser vos comportements sur Amazon, mais sur tous les produits de la gamme Amazon, plus les réseaux sociaux, et va vous pousser des produits que vous n'avez jamais consultés sur Amazon. Donc là, vous avez enflouté ce qui serait la même chose pour n'importe qui se connectant sur cette page. Tout le reste, c'est adapté par de l'intelligence artificielle dans le cadre de la page qui vous est personnalisée en pillant un peu légèrement vos données que vous avez judicieusement laissées sur le réseau. Zillow, société américaine qui travaille dans le secteur de l'immobilier et qui aujourd'hui, là aussi avec ce que vous laissez comme information sur Internet, sur les réseaux sociaux, avec ce qu'il récupère sur les différentes tendances des marchés de l'immobilier, va être capable sur un quartier de vous plaquer les prix estimés de vente de ces maisons en temps réel. Et donc, ça va permettre de réguler le marché immobilier. Il s'adresse aussi bien à des consommateurs qu'à des agences immobilières. Ces produits sont plus ou moins déployés ou vont arriver dans les mois qui viennent. Véhicules autonomes, Bordeaux a reçu, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en octobre, ITS 2015, le salon des transports intelligents. Ça a été une prise de conscience que les transports intelligents étaient là. Il y en avait plein qui circulaient sans chauffeur. Mais le discours était « c'est pas pour demain, c'est encore année 2020, 30, etc. » Or là aussi, il y a une grosse accélération avec les villes qui sont en train de tomber sur les annonces petit à petit en disant « on déploie ça ». Donc vous avez Rotterdam sur un quartier d'affaires qui a déployé les premiers véhicules, ceux-là autonomes. Masdar, qui est à Abu Dhabi, qui est en train de déployer ça, et Singapour, qui l'a annoncé pour la fin de l'année. Donc là aussi, grosse accélération sur le déploiement des véhicules autonomes, donc conduits par des intelligences artificielles. Et avec toutes les problématiques, on y reviendra aussi, que ça pose sur, je choisis je vais avoir un accident parce que quelqu'un se jette devant la voiture. Est-ce que je tourne à droite pour éviter le camion qui est devant moi et je vais faucher une petite fille qui joue au bord de la route, ou je vais tourner à gauche et faucher 5 mamies qui sont en train de se promener tranquillement? Ou est-ce que je rentre dans le camion et tuer le propriétaire de la voiture qui n'a pas forcément, dans ses conditions d'utilisation, souhaité ça? Alors pour terminer, quelques exemples en vrac, vous avez les liens dessus.
Évidemment, l'intelligence artificielle va se déployer sur tous ces secteurs, donc soit des outils pour l'entreprise, pour le marketing, pour la vente, pour le support, ou dans du sectoriel. On a pas mal d'acteurs sur le territoire aquitain qui travaillent là-dessus. Vous en avez quelques-uns qui sont placés à droite à gauche. Vous avez Cognitive, vous avez Brainify sur ces secteurs-là. Vous avez ici QSeed sur la prédiction, le prédictif sur l'encombrement des rues, des parkings, de la disponibilité des vélos. Là, on va retrouver ce qu'on a cité. Et puis, plus ça va, plus on va vers des services intelligents comme Churn Spotter. Donc, je regarde mes antisèches parce que je n'arrive pas à retenir le terme de résiliation. C'est quelque chose qui va vous permettre d'anticiper la résiliation à des abonnements possibles de clients, que ce soit un journal ou que ce soit un abonnement à un site internet. Il va être capable, en analysant votre profil, notamment sur les réseaux sociaux, de se dire « Oula, j'ai l'impression que cette personne s'intéresse de moins en moins au train et donc son abonnement à la vie du rail risque de nous filer. Vite, je lui fais une proposition. » Ou comme Blue Yonder, qui travaille sur des algos prédictifs pour anticiper la demande des consommateurs. Si vous êtes en train de vous intéresser sur tel et tel produit, ils savent que dans 6 mois, vous risquez de vous intéresser à tel ou tel produit. Ou évidemment Amazon sur le prédictif au niveau de l'optimisation des prix pour monter ou baisser ses prix. Donc grosse communauté au niveau local, qu'il est bien d'accompagner pour se développer. On a pas mal de billes sur le secteur. Alors tout ce qu'on a vu, c'est ce qu'on appelle des intelligences artificielles faibles. C'est-à-dire qu'elle va être super bonne pour jouer au Go ou pour conduire un véhicule ou pour trouver le juste prix pour de la consommation. Par contre, elles sont très médiocres pour faire plusieurs choses à la fois, ce qu'on appelle des intelligences artificielles fortes. On la programme une fois pour toutes et elle va s'adapter. C'est-à-dire qu'elle va aussi bien être bonne au Go qu'en conduite de véhicule. Aujourd'hui, vous prenez l'intelligence artificielle qui a battu le champion du monde de Go, vous la mettez dans une voiture, l'être humain a des grandes chances d'arriver à conduire sa voiture, alors que l'intelligence artificielle n'ira pas très loin. Donc on reparlera des intelligences artificielles avec ce jeu de mots moisi. Et donc, comme on a vu à la fin du match de Go, l'homme sait qu'il a perdu, mais la machine ne sait pas qu'elle a gagné. Donc Lao Tzu d'Internet, puisque ça pourrait très bien être Napoléon ou Einstein qui a dit cette citation. Deuxième grande tendance après l'intelligence artificielle, les contenus immersifs. Donc le pont entre la réalité et le virtuel, avec une explosion. 2015 a été l'année de la vidéo 360. J'espère que vous avez tous traîné sur un site, il suffit d'aller voir sur Facebook, où vous visionnez une vidéo sur votre téléphone, et si vous tournez, vous voyez ce qui se passe tout autour de la vidéo qui est en train d'avancer. Ça, c'était saut 2015. 2016, ça va être réalité virtuelle et augmentée. Donc en fait, on a un alignement des planètes sur de la vidéo 360, plus de la photo très haute résolution, archi-réaliste. Grosse différence parce que jusque-là, la réalité augmentée, c'était de l'image calculée. Donc bon, vous y étiez, mais à peu près, vous voyez bien que c'était du pipeau, c'était calculé. Quand on vous met une photo ou une vidéo très haute résolution, vous êtes vraiment dans la scène. Vous ne faites plus la différence entre la réalité et le virtuel. Plus l'arrivée de tous les casques, plus ces technos de réalité virtuelle qui ne sont pas jeunes non plus. Mais c'est l'agrégation de toutes ces technos qui fait qu'on a franchi un nouveau pas. Donc ça a été amené notamment par ces casques, donc l'Oculus Rift, on en a beaucoup parlé, racheté par Facebook, qui coûte à peu près un œil, 700 €, donc tout le monde n'en aura pas tout de suite dans son salon. Mais à l'opposé, vous avez le cardboard de Google, c'est du carton avec deux lentilles, vous glissez votre portable et ça marche. Ça vous arrache un peu la rétine, mais ça vous permet de voir ce que ça donne. Donc maintenant, des acteurs comme Coca, vous prenez la boîte de Coca, vous la pliez, enfin la boîte en carton, pas les trucs en fer. Le Happy Meal, les gamins vont pouvoir le plier et puis avoir un casque de réalité augmentée qui sent la frite. Ou ces lunettes qui, elles, les petites lunettes comme ça, vous mettez votre smartphone dedans,
dessus. Et puis, les premiers prix, c'est à 7 €. À 7 €, 15 €, vous avez des trucs qui vous permettent déjà de rentrer dans ce monde-là. Facebook a racheté Oculus. Là, c'était sur la présentation du casque de chez Samsung. Les principaux marchés, ça va être le jeu vidéo, le live d'événements, le divertissement, l'immobilier. Bon, il y a tout un tas de secteurs. La santé, on en reparlera avec les experts tout à l'heure, avec cette photo que personnellement je trouve légèrement flippante. Il y a un mec qui a compris la vraie réalité et puis les autres qui sont en train de rien voir venir. Alors, quelques exemples de ce qui va arriver. Vous avez forcément entendu parler de Asobo, société de jeux vidéo qui est à 2 étages au-dessus ici, 120 et quelques personnes aujourd'hui, qui est en train de développer les 2 premiers jeux pour le casque HoloLens de Microsoft, qui est un casque qui va être à la fois avec de la réalité augmentée, de l'image calculée, mais qui vous laissera voir à travers. Et donc la grosse nouveauté, c'est que le terrain de jeu, ça sera ce que vous verrez, votre salon. Donc en gros, on va greffer dans votre quotidien du jeu. C'est-à-dire que là, le petit écureuil, il est en train de sauter du fauteuil à la table basse, et voilà, le tableau du jeu, c'est votre environnement. Un petit exemple sur la santé. Alors bon, j'ai un peu truandé, c'est pas réellement un truc sur la santé, mais en fait, c'est une expérience qu'a montée une équipe de Japonais, où vous avez vu, vous marchez sur une planche dans un bête endroit comme ici, pour aller chercher le petit chat qui est au bout de la planche, mais ce que vous voyez, c'est que vous êtes en haut d'un immeuble au 40e étage. Par contre, Jérôme Leleu en reparlera sur la partie santé, voilà un exemple pour traiter les problèmes de vertige notamment. Donc ça sera développé tout à l'heure. Utilisation dans le secteur du journalisme. Le Guardian a mis en ligne une petite simulation qui vous permet de vivre dans un quartier d'isolement haute sécurité, donc dans une prison, de voir dans quoi vous vivez et d'essayer d'y rester le plus longtemps possible si vous n'avez pas d'autre chose à faire de votre vie. Dans le secteur du tourisme, là aussi Ludovic Dublanchier y reviendra. Le Club Med, avant l'hiver dernier, a communiqué avec des casques de réalité virtuelle. Donc vous êtes dans un petit environnement sympathique, à Paris, à Bordeaux, dans une ville. On vous met un casque et vous êtes en fait assis dans un télésiège dans votre station de ski préférée. Donc là, dans le secteur du tourisme, on est vraiment sur un environnement immersif avec des images très haute résolution, hyper poussées. Vous êtes comme en vrai. Dans l'immobilier, dans l'aménagement, ça se comprend bien, hein, au lieu d'aller courir la ville pour visiter un appartement, vous mettez un casque dans l'agence immobilière et vous visitez l'appartement. IKEA va sortir des systèmes qui vont vous permettre de voir la cuisine de vos rêves et puis de changer le plaquage boulot en plaquage Formica revisité. Alors ça, c'est des choses qui sont en train d'arriver. Ce qui arrive bientôt, la tendance de la tendance, c'est que tout ça va devenir automatisé et multi-acteur. On dit souvent, ouais, j'y crois pas à la réalité virtuelle parce que dans mon canapé, avec ma femme, on ne va pas être comme 2 couillons avec 2 casques à regarder chacun notre film et pas se voir. Donc vous avez des sociétés qui sont en train de travailler sur de la reconnaissance automatique de l'environnement. Vous voyez, vous allez avoir un capteur ici, un capteur là, quelques capteurs dans votre chez vous. Et automatiquement, ça va reconnaître l'environnement. Le problème de l'ultra-réalisme avec de la vidéo haute résolution, c'est que vous avez beau savoir que c'est du pipeau, au bout de 2 minutes, vous allez marcher. Parce que c'est tellement vrai que vous allez commencer à marcher. Et l'inconvénient dans la réalité virtuelle, c'est que les murs, eux, sont bien réels. Donc c'est plutôt risqué. Donc là, l'idée, c'est de scanner le réel pour le plaquer automatiquement sur le virtuel et donc coller un mur virtuel que vous verrez quand il y aura un mur réel. Et donc, si vous voyez un mur virtuel, en général, vous vous arrêtez.
Alors, petit exemple, avec une société suisse, Artanim, qui est en train de travailler là-dessus. Alors, ils travaillent, vous voyez en haut, c'est dans un labo. Hein. Alors, on le voit mal, mais vous avez des scotch qui matérialisent les murs. Là, il y a une vraie table. Ça, c'est la réalité, il y a 2 personnes. Et ça, c'est le plaquage en réalité virtuelle automatique. Donc, la table est reconnue, elle est transformée en tombeau égyptien. Il y a une autre vidéo où ça peut être dans un donjon et ça sera le puits d'un escalier, donc il ne faudra pas y aller. Et puis, deuxième aspect, donc ça c'est l'automatique. Et le deuxième aspect, le contributif, c'est qu'ils ont une espèce de bâton avec un capteur. Évidemment, il ne se voit pas. Donc, vous envoyez le bâton, vous ne le récupérez pas. Mais comme c'est modélisé aussi en 3D, spontanément, vous allez le récupérer. Donc, vous allez avoir une vraie interaction dans un monde totalement virtuel à plusieurs, avec quelques capteurs et de la reconnaissance automatique. Donc ça va faire encore passer la réalité virtuelle dans une prochaine étape. Et ça va arriver à des choses comme ça, qui est un parc d'attractions qui ouvre aux États-Unis, qui va ouvrir aux États-Unis. Donc vous êtes dans un bête parc d'attractions, vous allez voir avec, ça c'est un peu de pub, etc. Avec des décors vraiment sinistres, des murs en placo, tout blanc. Mais vous, ce que vous verrez, ça sera ça. Donc là, vous êtes tout seul. Donc là, vous rentrez vraiment dans la matrice. Voilà ce que vous avez en réalité, voilà ce que vous voyez, vous, dans la fiction. Les décors sont comme ça dans la réalité. Dans la réalité virtuelle, voilà comment il se présente. Et voilà, voilà ce qui se passe en réalité. Et voilà comment un troisième joueur voit ce qui est en train de se passer. Donc, amis gamers, on va pouvoir faire des trucs assez sympas dans le futur. Dans le futur proche, puisque là, c'est pas pour dans très longtemps, on est sur du 18 mois. Alors bien évidemment, tous les gros du secteur sont en train de s'associer aux premières plateformes, donc les futurs YouTube de la réalité, la vidéo 360 ou la réalité virtuelle. GoPro a racheté Colorize, Disney Little Star, Facebook Oculus et Coca-Cola du carton. Alors là également, la scène aquitaine est assez riche en acteurs travaillant sur ce sujet. Digital Aquitaine est en train de travailler un peu sur cette structuration. J'ai cité plusieurs acteurs comme Louis, je ne les ai pas cités, mais comme IDSC, comme GMT Édition dans le secteur du tourisme. On a un chercheur, Olivier, non, qui n'est pas du tout chercheur, Olivier Joubert, qui a été formé à Bordeaux, qui est parti chercheur au MIT, qui a travaillé ensuite chez Aldébaran sur les robots et qui revient travailler ici, et notamment qui est sur une boîte qui est entre Paris et Bordeaux, qui s'appelle Aperture, qui vient de démarrer à Bordeaux. Donc là aussi, il y a une communauté assez fournie sur Bordeaux qui doit pouvoir vraiment développer tout ça. Dernier exemple sur la blockchain, donc ce qu'on appelait la disruption de la disruption. On ne va pas détailler la blockchain. En gros, la blockchain, quand vous faites une transaction entre A et B, vous envoyez 10 €, je suis A, j'envoie 10 € à B. Il y a un intermédiaire, c'est une banque, pour servir de tiers de confiance. Mais c'est la même chose quand vous passez un contrat, quand vous louez un Airbnb ou que vous prenez un Blablacar ou toute autre transaction, il y a un tiers de confiance. Mais c'est également la même chose si vous vous mariez avec un contrat de mariage ou si vous faites un contrat commercial, il y a un tiers de confiance. Donc la blockchain, l'idée, c'est d'avoir, c'est un registre de transactions, tout simplement, du contrat entre deux parties, dont le stockage, qui est une copie parfaite et certifiée, qui est partagée non plus par un organisme tiers, que ce soit une banque, un Airbnb, un avocat, un juriste, mais par l'ensemble du réseau qui constitue cette chaîne. Donc on est sur une organisation autonome, il n'y a plus d'acteur central et décentralisé. Alors l'intérêt de la blockchain, c'est qu'on est sur des technos de cryptage hyper sécurisés. Voilà, donc gros déploiement, et vous avez vu aujourd'hui,
C'est pas nouveau, puisque en fait, c'est la technologie qui est derrière le Bitcoin. Bitcoin, n'oublions pas que c'est une expérimentation, ça n'a pas vocation de devenir une monnaie qui aura un cours. Ça a été lancé en 2009. Dès le départ, ça a été dit, voilà, on fait une expérience. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière la blockchain, il y avait cette technologie, derrière le Bitcoin, il y avait cette technologie de blockchain pour assurer le suivi de toutes les transactions et que ça soit infalsifiable et vérifiable. Donc l'intérêt de ce sujet, c'est que depuis l'année dernière, on s'est rendu compte qu'on allait pouvoir s'appuyer sur cette technologie de la blockchain pour gérer autre chose, que ce soit de la transaction financière ou du contrat. Alors là, c'est juste une grosse vignette qui montre toutes les startups travaillant sur la blockchain qui se sont créées et notamment qui sont apparues l'année dernière. Grosse levée de fonds aux États-Unis. On va voir des exemples. À quoi ça sert? Parce qu'on va sortir vraiment du monde du Bitcoin, on oublie, et on regarde ce que ça peut donner. Alors un exemple avec une plateforme une plateforme anglaise qui s'appelle Ujo, qui va travailler avec la musique, et l'idée c'est de faire sauter les intermédiaires dans le monde de la musique. Vous êtes un artiste, vous allez poser votre morceau, alors que ce soit le morceau complet, un morceau plus court, la ligne de basse, la ligne de batterie, et vous allez définir quel va être le prix et quel va être le partage entre les différents acteurs, les musiciens, le producteur, etc. Et à chaque fois que quelqu'un va contractualiser, va acheter votre morceau, la transaction va être enregistrée, stockée dans cette blockchain, et il va garder la trace de la transaction. Donc il n'y a plus d'intermédiaire, c'est juste une plateforme qui met en relation différents acteurs. Je reviendrai dessus, c'est juste un exemple, j'y reviendrai tout à l'heure. Autre exemple avec Arcade City, société américaine, une première israélienne qui s'appelait Lazouz avait démarré, Arcade City est arrivé ensuite et eux sont en train d'accélérer rapidement. En gros, ce qu'ils font, c'est tout simplement du Blablacar, c'est la même chose, mais sans avoir l'acteur central Blablacar. Blablacar, toutes vos transactions, elles sont centralisées sur les serveurs de Blablacar. Donc risque de centralisation de vos données, de piratage, etc. Là, toutes les transactions vont être réparties dans la blockchain, infalsifiables, impiratables, etc. Ce qui est intéressant, donc, ils suppriment un intermédiaire qui est un Blablacar. Évidemment, leur modèle économique il reste valable. Hein. Vous allez avoir une application et quand la transaction va se faire de pair à pair, c'est-à-dire entre quelqu'un qui est prêt à vous conduire et quelqu'un qui a envie d'être conduit, voilà, la relation se fait directement via l'application. Et au passage, ils vont prendre un pourcentage qui sera plus faible, 2% au lieu de 20 ou 30%. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils se présentent. C'est-à-dire qu'ils disent c'est la révolution de la désintermédiation, c'est la mort du middleman. Et dans l'exemple du middleman, l'intermédiaire, ils disent Western Union, eBay, Airbnb, Uber. Donc ce qui est intéressant, c'est à l'heure où on parle de Uber comme étant le grand Satan pour les taxis qui est en train de disrupter, eux ils sont sur l'étape d'après, le gars qui veut le faire disrupter, c'est Uber en faisant sauter leur modèle. Je ne reviens pas sur Bitland puisque Thierry App en dira deux mots sur du stockage d'actes de propriété, là aussi qui permet d'être infalsifiable, et donc dans des pays où il peut y avoir de la corruption, vous avez une trace certifiée. Et donc, on a dit que la blockchain s'appuyait au départ sur le Bitcoin. Vous avez d'autres sociétés comme Ethereum qui a proposé sur de la blockchain de mettre du contrat intelligent. Donc le contrat intelligent, vous avez la définition là-dessous, c'est un contrat, c'est un code informatique du logiciel qui va être appliqué dans la blockchain et qui va permettre de programmer des transactions à un moment donné déclenchées automatiquement. Ça va être l'ouverture d'une porte, ça va être la signature d'un contrat électronique, ça va être une action. Mais c'est du code informatique. Donc vous avez des liens un petit peu là-dessous, donc le code informatique qui va se déclencher à un moment donné, c'est du temps réel, c'est immuable et il y a une interprétation autonome. D'habitude, le contrat, il est jugé, validé par un avocat, très souvent, mais pas que. Vous avez plein d'exemples ici qui vous montrent des exemples avec du code. Ça, c'est tiré de la techno Scratch de programmation pour les enfants, qui vous donne un contrat, par exemple, pile ou face. Pile ou face, c'est un contrat. Il y a un contrat de vente, il y a un contrat de mariage, il y a un contrat, etc. Donc ça, on l'applique à Ujo, maintenant, la plateforme de musique dont
on parlait tout à l'heure. Ce que ça va permettre de faire, c'est qu'au moment de la transaction, quand quelqu'un va dire « j'achète ce morceau de musique », vous allez avoir du contrat intelligent qui va se déclencher tout seul quand la personne achète. Et elle achète avec du vrai argent, hein, pas avec des bitcoins. Ça, c'est complètement indépendant. Ça va lui permettre de mettre des cas dans ce automatique. C'est-à-dire que si c'est vous, particulier, qui l'achetez, le contrat va pouvoir dire les 10 premières fois que vous écoutez ce morceau, c'est gratuit. La 11e, vous payez. Mais si vous êtes un particulier, vous pouvez l'écouter sur votre iPod, sur votre télé, sur votre ordinateur. Si par contre vous êtes une radio, ça ne va pas être $1, ça va être 0,01 $, mais à chaque écoute, ça va verser cette somme. Donc là, c'est aussi en train de se positionner en désintermédiation, comme des acteurs comme la SACEM par exemple, puisque automatiquement, c'est le contrat intelligent qui va gérer la transaction. Derrière, ce que c'est en train d'impacter, c'est que l'Internet des objets, on a beaucoup parlé l'année dernière de l'Internet des objets, est en train de se transformer en blockchain des objets. C'est-à-dire que les objets vont petit à petit devenir indépendants et leurs transactions vont passer de manière autonome, stockées, enregistrées sur cette blockchain. Vous avez un acteur leader actuellement, qui est une entreprise berlinoise qui s'appelle Slockit, qui au départ fait des verrous de porte automatique, des serrures de porte automatique. Vous voyez ce truc-là. Donc l'idée qu'ils ont eue, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une transaction, l'exemple qu'ils donnent, votre appartement, vous le mettez en location sur Airbnb, sur la société qui aura disrupté Airbnb dans la blockchain. Si quelqu'un est intéressé, vous êtes en week-end, évidemment vous continuez à donner votre accord, ça ne va pas se faire en automatique, mais à partir du moment où vous avez donné votre accord, la transaction va se contractualiser quand le loueur va mettre son téléphone sur la serrure. Et là, la contractualisation va se passer entre la serrure et le téléphone. Donc cette contractualisation, elle va courir jusqu'à ce que la personne quitte l'appartement. Ça va déclencher le paiement. Ça va éventuellement appeler un service de ménage pour venir faire le ménage. Alors ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, ils sont en train d'intégrer, d'associer à chaque objet connecté ou groupe d'objets connectés. Vous déployez ça maintenant sur une entreprise. Vous avez plusieurs portes qui sont en accès sécurisé, en fonction des personnes, en fonction des heures, etc. Ça va être associé avec des petits ordinateurs, comme on a vu miniaturisés, qui vont constituer une constellation. Si on revient sur le schéma du départ, un réseau constituant la blockchain, c'est-à-dire que c'est de plus en plus ce réseau d'objets associés à des tout petits ordinateurs qui vont constituer cette blockchain pour avoir de la contractualisation entre objets indépendants. Vous avez des exemples ici sur le projet, un projet Adept, le projet s'appelle Adept entre IBM et Samsung, qui travaille aussi sur ces objets, qui vous montre pas mal de démonstrations, avec une machine ici, c'est un gros plan d'une machine à laver, qui est plutôt industrielle. S'il n'y a plus de lessive, il y a un nouveau contrat qui est passé. Si elle tombe en panne, elle va regarder, elle est sous garantie, elle va appeler Darty. Si elle n'est pas sous garantie, elle va prendre un rendez-vous. Tout ça en automatisé. Et l'idée, c'est que tout ça est en train de se mailler pour passer à cette blockchain des objets. Alors l'intéressant aussi dans le cadre de ces signaux, c'est de la mise en relation avec des acteurs du territoire, puisque vous voyez donc Slockit, société leader actuellement, leur serrure, c'est ce gros machin absolument énorme. Et on a actuellement à l'auberge la société Iloki, qui est en train de faire une serrure qui est 10 fois mieux que ça, beaucoup plus petite, qui va remplacer directement votre, j'ai plus le nom, votre barillet de serrure, et qui est vraiment mieux. Donc là aussi, c'est de dire à des acteurs locaux, renseignez-vous sur ces technos-là pour pouvoir les intégrer dès le départ et être directement dans la course à ce genre d'opération et pas simplement un fournisseur de contenu, une serrure connectée, mais intégré là-dedans, pour arriver à doubler ces quelques Berlinois. Alors évidemment, derrière tout ça, et on en reparlera à la fin, il y a quand même des tas de questions plus ou moins, pas du tout existentielles. On ne va pas détailler là, on n'a pas le temps, mais notamment sur la question de la blockchain, question qui est légalement responsable dans un système distribué.
Si votre serrure qui fait un contrat avec le téléphone de quelqu'un met le Bronx dans votre appartement, qui est responsable? C'est la serrure qui se retourne contre le téléphone, c'est le propriétaire de la serrure, le fabricant, etc. Donc les acteurs qui peuvent se faire disrupter par des technologies comme les blockchains, les acteurs du tiers de confiance, les avocats, les notaires, ont quand même, leur boulot risque d'évoluer, mais en tous les cas, ils ont encore pas mal de choses à faire pour donner leur avis et gérer ces aspects-là. Je vais laisser la parole à Alexandre pour aborder maintenant un autre volet. Là, on va parler moins de technologie, quoiqu'on va montrer quand même pas mal d'exemples, et de la transformation qui arrive dans le cadre du monde du travail. Et je reviendrai après pour quelques exemples. Merci Laurent Pierre. Oui, on m'entend. Merci Laurent Pierre. Donc on l'a vu dans la première partie, depuis quelques mois maintenant, puis depuis quand même plusieurs mois, on assiste à une triple accélération dans l'univers du numérique, dans la société en général, une accélération du temps technique, une accélération du temps technologique et une accélération du temps des apprentissages. Donc cette triple accélération n'est pas sans conséquence sur l'ensemble de la société, sur notre vie de tous les jours. Mais on a fait le choix cette année à AEC d'analyser un sujet, un thème, qui sera l'impact de ces accélérations sur l'emploi et sur le marché du travail. Donc on verra ça un tout petit peu plus tard, puisque dans un premier temps, je voudrais revenir sur un autre phénomène d'accélération qui est lié au milieu de la start-up et au milieu de l'investissement, puisqu'on constate, alors certains avancent comme hypothèse qu'on se dirigerait vers un risque de bulle spéculative, une reproduction du modèle de la fin des années 90. Les levées de fonds, depuis quelques mois, sont à des sommes astronomiques. En 2015, 98 milliards de dollars ont été levés par les startups du numérique dans le monde, contre 88 milliards en 2014. En France, c'est près de 2 milliards d'euros qui ont été levés en 2015, contre un peu moins de 900 millions d'euros en 2014. Ces chiffres-là sont un peu déconnectés de la réalité, et une entreprise assez symptomatique de cet emballement-là, c'est Magicleap. Voilà, je laisse passer ma copine la baleine. Magicleap, qu'est-ce que c'est? C'est cette société américaine de réalité virtuelle, valorisée à 5 milliards de dollars, qui vient de réaliser une levée de fonds de 800 millions d'euros très récemment, qui compte Google et Qualcomm, entre autres, comme investisseurs, et qui, pour autant, n'a montré encore aucun prototype, n'a présenté aucun produit, aucun projet réellement, juste quelques brevets qui ont été rendus publics ça et là, notamment à travers des papiers de recherche dans le MIT, mais pour autant, voilà, symptomatique de cet emballement, de ce réel emballement, la société Magicleap. Autre phénomène intéressant, c'est le monde des licornes. Alors les licornes, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces sociétés qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars, qui ne sont pas cotées en bourse et qui pour autant attirent le regard et l'appétit des investisseurs. Accélération, alors les licornes, c'est un club, elles sont actuellement 153. Elles étaient 42 en janvier 2014, donc on voit bien sur le petit graphique là une forte accélération depuis le début de l'année 2014. Donc ça, ce sont toutes les nouvelles licornes qui ont intégré ce fameux club. Mais ce qui est plus intéressant, c'est le ralentissement que l'on constate depuis le troisième trimestre 2015, qui laisse à penser à certains observateurs que là aussi, on pourrait se diriger vers la reproduction de ce risque de bulle qu'on a vu à la fin des années 90, d'autant plus que depuis maintenant 3 trimestres consécutifs, les montants levés par ces licornes-là sont en constante diminution. Donc on voit qu'on est sur un trend descendant dans le montant des investissements, et donc on peut se demander quel sera l'avenir de ces licornes, et si ça explose, est-ce que cette fabuleuse licorne, je vous la remets parce que c'est vraiment très sympa, si cette licorne-là va pas finir, alors attendez, je vous enlève Magicleap,
si ces licornes-là vont pas finir par exploser, redevenir ces petits poneys et finir sur la ligne d'arrivée en même temps. Alors, autre phénomène intéressant, c'est que les valorisations sont en train de diminuer. Par exemple, la société de e-commerce qui s'appelle Gilt, une société de e-commerce américain, vient d'être achetée pour 250 millions de dollars, ce qui est quand même une belle somme, mais elle était précédemment valorisée à 1 milliard de dollars. Donc on voit qu'on a plusieurs exemples comme ça qui montrent que les valorisations de ces startups-là sont en train de décliner, de baisser. Alors, si pour le moment la France semble échapper à ce phénomène-là de la licorne, une seule licorne dans le club des 153, une seule licorne est française, c'est Blablacar, valorisée à 1,6 milliard d'euros. Pour autant, le gouvernement a décidé de faire de la France une Startup Nation. Comment ? En s'appuyant sur ce label French Tech qui va accompagner, aider les accélérateurs privés à se déployer sur le territoire. Le plus emblématique de ces accélérateurs sera la Halle Fraissinet, cofinancée par la Caisse des dépôts et par l'ami de la French Tech, Xavier Niel, qui compte devenir le plus gros incubateur au monde et accompagner ainsi 1000 startups. En Aquitaine, la Cité numérique, avec une ambition légèrement inférieure, mais quand même une grosse ambition, d'accompagner aussi sur le territoire le déploiement de ces startups et pourquoi pas de faire émerger aussi une licorne. Alors, l'emballement, le frétillement au niveau des accélérateurs et de la French Tech n'est pas réservé à l'espace parisien, à Paris, puisqu'en Aquitaine, on a vu émerger depuis quelques mois 6 accélérateurs privés, les derniers en date étant l'accélérateur Théophraste du groupe Sud-Ouest, le Village par le Crédit Agricole et l'accélérateur tout nouveau de Cdiscount. Alors, vouloir créer une Startup Nation, c'est vouloir imiter un modèle qui connaît un certain succès. Alors, ce n'est pas forcément le modèle de la Silicon Valley, mais c'est plutôt le modèle israélien qui a su mettre en place des politiques propres à faire émerger des startups qui sont aujourd'hui pour certaines cotées au Nasdaq et également attirer en Israël des startups étrangères. Tout ceci, donc je reviens maintenant à l'impact de ces accélérations sur le travail, c'est que même cette accélération au niveau des startups, cet emballement au niveau des startups va avoir des conséquences sur les formes du travail et sur le salariat, puisque c'est elles qui vont définir finalement les prochaines modalités du travail. Alors, l'évolution des mentalités, le désir d'entreprendre, on est dans une société un peu à la Xavier Niel où il faut réussir, et pour réussir, il faut monter son entreprise. Donc l'évolution des mentalités associée à une crise économique importante, à la montée du chômage, va pousser de plus en plus de jeunes diplômés à vouloir monter leur start-up. The Family, qui est un accélérateur parisien, affiche en une ce slogan « Tout le monde peut devenir un entrepreneur, tout le monde peut monter sa start-up et pourquoi pas tout le monde peut éventuellement créer de toutes pièces une future licorne ». Sauf que la réalité est un petit peu différente, puisque les dernières études socio-démographiques ou socio-économiques qui ont été menées sur les start-upers, qui sont les start-upers, montrent que le start-upper est plutôt un jeune homme bien habillé, d'une trentaine d'années, souvent diplômé d'une très grande école, Polytechnique pour certains, HEC pour d'autres, doté d'un réseau, d'un capital social important, donc soit un capital qui se sont forgés dans l'école, soit le capital social de leurs parents, le réseau de leurs parents, et qui, bien entendu, ont une assise financière telle qu'ils peuvent monter facilement une entreprise et la pérenniser ainsi. Un chiffre, une autre étude, un autre chiffre, sur les 190 startups qui étaient présentes au CES de Las Vegas en début d'année, 83% d'entre elles ont été fondées par le dirigeant est diplômé d'une grande école. 83%. 16% seulement diplômés d'une université ou d'une école, on va dire, pas une grande école, une école où on paye quelques milliers d'euros à l'année pour être diplômé. Un seul petit pourcentage sont des autodidactes. Donc on voit quand même que le milieu de la start-up, ou du moins le milieu de la start-up tel qu'il est un petit peu fantasmé, ne correspond pas forcément à l'idée qu'on peut avoir tous les jours de la réussite
à l'américaine. Pour autant, comme je l'ai dit, crise économique, des débouchés dans les milieux traditionnels du travail qui ne sont pas forcément très clairs pour les gens, le numérique va quand même attirer beaucoup de jeunes. Et on voit fleurir, alors ce n'est pas tout nouveau, Antoine en avait déjà parlé lors des précédentes éditions des signaux, mais on voit quand même, donc rendons-lui hommage, puisqu'il avait vu venir cette tendance, elle est là et elle est en train de vraiment bouleverser le monde du travail, c'est l'économie à la demande et son corollaire, la freelancisation du travail. Alors, on a beaucoup de plateformes qui arrivent, il y en a beaucoup en France. On a par exemple à l'image l'exemple de Deliveroo, qui est cette plateforme collaborative de livraison à domicile. Enfin, on en a plusieurs. TaskRabbit aussi, qui a été présenté par Antoine il y a quelques années. Je me souviens des yeux dans le public en disant « mais non, ça n'arrivera jamais, c'est pas possible, c'est pas viable, les gens n'accepteront pas de travailler pour 10 centimes de dollars ». Eh bien si, aujourd'hui, TaskRabbit fait office de pionnier et de modèle pour certaines plateformes collaboratives. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Oui, j'aurais pu laisser la précédente. C'est très simple, le fonctionnement est très simple. On a une plateforme qui va mettre en contact une demande de service qui va émaner soit d'une entreprise, soit d'un particulier qui va avoir besoin d'un service, et une offre de compétences et de connaissances qui, elle, va être proposée par un particulier. La plateforme va mettre en relation, va faire du matching entre l'offre et la demande, et au passage va se rémunérer. Alors c'est très intéressant côté demande, parce que ça permet à des entreprises ou même à des particuliers de faire appel ponctuellement à des compétences qu'ils n'ont pas en interne, pour lesquelles ils ne souhaitent pas recruter, et à des prix qui sont bien inférieurs au prix entre guillemets du marché. Donc là aussi, il y a des polémiques sur les conditions de travail et tout ça, on ne les abordera pas forcément aujourd'hui. Mais en tout cas, ça permet une certaine flexibilité et de ne pas avoir à supporter les charges sociales que ces entreprises pourraient avoir avec des salariés qui effectueraient les mêmes missions. Côté offre, les défenseurs de ces modèles-là disent que ça permet une certaine liberté aux travailleurs, c'est-à-dire qu'on va avoir un rééquilibrage des relations entre l'offre et la demande, enfin entre les employeurs et les travailleurs, une réhorizontalisation de ces rapports, permettre une plus grande liberté de choisir son employeur et de choisir ses missions. Donc ça, c'est voilà, on va dire ce qui est considéré comme étant bénéfique. Donc, on a beaucoup de plateformes dans tous les domaines de la vie. Par exemple, là, la plateforme Toc Toc Toc, qui est en train d'ouvrir à Bordeaux, ça va être une plateforme de livraison à domicile. Quel que soit le produit qu'on veut se faire livrer, on fait appel à Toc 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 et on va trouver quelqu'un pour nous le livrer. On a également des plateformes pour la vie quotidienne, le bricolage, le jardinage, le ménage, l'aide à la personne. Et la grosse tendance, alors qui n'est pas nouvelle non plus, et c'est pour ça qu'on parle aussi de freelancisation, c'est que beaucoup de plateformes vont s'adresser aux métiers du web. C'est-à-dire que les entreprises vont pouvoir faire appel à des compétences de codeurs, de programmateurs, de développeurs, de web designers. Et en fait, on va avoir il y a une très forte concurrence des plateformes qui s'adressent aux métiers du web. Alors les conséquences sur ce nouveau modèle, c'est que du côté de l'offre, c'est-à-dire que celui qui va offrir sa force de travail ne va plus être salarié. Donc il va être indépendant, et donc il va devoir quand même, pour pouvoir exercer, avoir un statut particulier. Et à l'heure actuelle, le statut le plus adapté, c'est le statut d'auto-entrepreneur, d'où la freelancisation. Mais ce qu'il y a, c'est que le statut d'auto-entrepreneur, ça oblige la personne qui va se déclarer en auto-entrepreneur d'assumer lui-même toutes les charges sociales, toutes les cotisations, cotisations santé, enfin chômage et retraite, mais également, certes, il va avoir la liberté de choisir ses missions, mais vu la concurrence qu'il y a entre toutes ces forces vives, on va avoir une certaine concurrence entre c'est pas les salariés et les travailleurs, et donc ça va générer un stress important, et pour pouvoir vivre décemment de ce travail-là, on va devoir accumuler des tâches et des missions. Donc le revers de la médaille, c'est qu'on va avoir une force de travail qui va être encore un petit peu, enfin même très malléable, et sur laquelle on va avoir une forte pression de la part de l'employeur, puisqu'il va souvent offrir
il va offrir le travail à celui qui aura le meilleur rapport qualité-prix, finalement. Alors, selon certaines projections, en 2030, 80% des actifs en France devraient être, c'est des projections, devraient être des auto-entrepreneurs. Donc, ça va questionner la stabilité du modèle français, la stabilité de cette société qu'on qualifie de post-salariale, et certains philosophes comme Bernard Stiegler, dont vous allez retrouver dans, je pense que vous l'avez, ce dossier, la recension d'un de ses ouvrages qui porte justement sur le travail. Selon certains philosophes, c'est le moment, finalement, on est peut-être là, au moment où il va falloir généraliser le statut d'intermittent du spectacle, généraliser à l'ensemble des travailleurs. Et donc ce statut-là, en quoi ça consiste? C'est-à-dire que les travailleurs vont avoir des missions de temps en temps, et quand ils seront en période d'inactivité, on va leur proposer un revenu contributif. Donc là, c'est l'idée de Bernard Stiegler, entre autres. Et ce revenu contributif, donc une forme d'assurance chômage, mais qui va être conditionné par l'exercice d'une activité qui va être bénéfique à la collectivité. Donc c'est un revenu qui sera distribués aux travailleurs en période d'inactivité lorsqu'ils réaliseront des missions pour l'intérêt collectif. Alors ça ouvre également une autre question, un autre débat dans la continuité. Donc on ne va pas ouvrir ce débat aujourd'hui, c'est la question du revenu universel. Donc la transformation, les bouleversements sur le marché du travail et sur les formes de travail ne pourront pas faire l'impasse de cette question-là dans les mois et les années à venir. Donc on a vu qu'il y avait des expérimentations. En Aquitaine, on a une première expérimentation. On a des expérimentations dans d'autres pays. Voilà. Mais on ne pourra pas faire l'impasse, au moins d'ouvrir un vrai débat, un peu dépassionné sur le sujet, puisque vraiment tout l'échiquier politique débat sur ce revenu universel. Mais voilà, il ne faudra pas faire l'impasse. Alors, si les différentes plateformes qu'on a citées jusqu'à présent proposaient, sinon des emplois stables, du moins décemment rémunérés, on voit fleurir, en plus de ces plateformes-là, des plateformes de micro-jobbing, de micro-jobs, micro-tâches, micro-services, on les appelle comme on veut, dont la plus emblématique est Amazon, avec Amazon Mechanical Turk. Donc là aussi, ce n'est pas nouveau, mais c'est en train de se généraliser, ou en tout cas de bien se développer. Comment ça fonctionne? C'est très simple, vous allez avoir un centre de ressources où vous allez, en tant que travailleur, pouvoir effectuer des missions, des tâches. Donc vous avez ici le nom de la tâche, voilà, là. Vous avez la personne qui offre la tâche, vous avez le temps imparti pour réaliser la tâche et le revenu, parce que c'est un revenu, que vous allez pouvoir toucher pour réaliser cette tâche. Donc on le voit, l'intérêt, entre guillemets, du micro-job, c'est de proposer des tâches qui sont rémunérées très très faiblement, quelques centimes d'euros. Et j'ai perdu mon fil, quelques centimes d'euros, et qui vont, voilà, j'ai perdu. Donc pour certains, l'intérêt, pour les défenseurs de ce genre de plateforme, de micro-jobbing, c'est que finalement c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de barrière à l'entrée, finalement, il n'y a pas de discrimination à l'entrée. On peut être diplômé ou non diplômé, on peut venir de n'importe quel pays. C'est ouvert à tout le monde, donc il y a une forme de démocratisation et d'accès à ces revenus-là. Et mis bout à bout, finalement, pour les défenseurs de ces modèles-là, ça va permettre de générer un revenu quand même substantiel à la fin du mois, qui va pouvoir compléter en France un RSA, ailleurs des salaires minimums. Pour autant, pour d'autres, ces micro-jobs sont symptomatiques. Alors là, c'est Joël de Ronet, le fameux surfeur aquitain, qui parle. Il travaille depuis maintenant 2005 sur le sujet, et pour lui, en fait, il voit émerger là le futur de la société qu'il qualifie de pronétariat. Pronétariat, c'est pas compliqué, c'est la conjonction de deux mots, le prolétariat et d'Internet. Donc pour lui, cette société-là, cette société qui nous pend au nez si on laisse finalement des grands comme Amazon ou comme TaskRabbit révolutionner ou bouleverser le marché de l'emploi, on va arriver à une société pronétaire, c'est-à-dire où les travailleurs d'Internet finalement constitueront le nouveau prolétariat.
Alors, attendez, j'ai passé un peu vite. Non, c'est ça. Donc, en France, donc là, on a parlé d'Amazon, TaskRabbit, ce sont des sociétés américaines. En France, on a également le développement de ces sociétés-là, de ces plateformes, qui proposent donc des microservices pour des sommes dérisoires. Alors ici, c'est intéressant, c'est 5euros.com. Donc là, le principe est que pour 5 euros, on va pouvoir trouver des gens qui sont prêts à réaliser des missions. Alors là, c'est un peu renversé, c'est les gens qui proposent des missions. Et les missions, finalement, elles vont, pour 5 euros, de la plus sérieuse. Par exemple, ici, vous pouvez voir que pour 5 euros, quelqu'un se propose à aider à la rédaction d'un article entre 500 et 600 mots. Bon, ça peut aider un collégien ou un lycéen à réaliser un résumé d'un livre de la princesse de Clèves, par exemple. Pour 5 euros, je pense qu'il va y avoir du monde. Et on voit à côté des offres qui sont peut-être un peu plus loufoques. Alors j'ai regardé, vous pourrez aller voir sur le site, il y a quand même beaucoup d'offres qui n'ont pas encore trouvé preneur. Là, par exemple, cette personne-là propose pour 5 euros de nous aider à trouver un métier passionnant. Donc je ne sais pas du tout dans quel secteur, mais en tout cas, elle est encore plus forte que nous pour les PowerPoint, puisqu'elle a mis un joli fond d'écran. Ici aussi, sympa, pour les joggers, s'il y a des joggers dans la salle. Pour 5 euros, Johan34 vous propose de vous envoyer une liste de 20 morceaux de musique choisis pour aller courir le soir ou le matin. Donc voilà, donc en fait, on voit que sur ces plateformes-là, on a à boire et à manger, en fait, donc il faut bien trier. Voilà, donc ça, 5 euros, là, la donne est claire, c'est pour 5 euros, on réalise une mission. Bien entendu, au passage, on n'est pas encore à l'ère de la blockchain, au passage, 5euros.com prélève une certaine partie de la transaction. Donc on a beaucoup de plateformes, Full Factory, donc c'est du crowdsourcing. 2 exemples intéressants, Localize, donc là aussi, hein, les liens sont sur le slide, Localize et AppJobber, là, vous allez pouvoir gagner de l'argent lorsque vous faites vos courses. Donc vous allez faire vos courses, vous allez donc dépenser de l'argent. Mais si vous avez un téléphone et si vous êtes inscrit sur le site, vous allez pouvoir remplir des missions. Alors les missions, c'est les grandes marques qui vont vous les attribuer. Et par exemple, vous allez pouvoir photographier un rayon pour voir si ce que la marque a demandé au supermarché, par exemple de bien mettre en valeur ses produits, c'est respecté. Et donc, vous allez prendre en photo, vous allez renvoyer la photo, et ensuite, l'entreprise va se retourner sur le supermarché pour infliger des amendes ou renégocier les contrats si les produits ne sont pas mis en valeur. Pareil sur les PLV, sur les prix pratiqués et tout ça. Donc ça, ce sont les grandes tendances. Ça apparaît en France. Voilà, donc c'est tout nouveau et ça risque de bouleverser le monde du travail. Alors, toujours dans la même veine, l'économie collaborative. Donc là aussi, je ne reviens pas sur l'économie collaborative, ça fait des années qu'on en parle, ça touche tous les secteurs de la vie quotidienne. On a pléthore de plateformes qui s'installent sur ce créneau. C'est normal parce que c'est un créneau qui est porteur de croissance, puisque selon une étude, le marché de l'économie collaborative en 2014 représentait 15 milliards de dollars. En 2025, ça devrait atteindre 335 milliards de dollars. Donc on voit que c'est un marché porteur. Et une étude intéressante, alors qui est très sérieuse puisqu'elle a été menée par le ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, qui est sortie fin 2015, montre que 5% de la population française tirerait 50% de son revenu de la consommation collaborative. Bon, moi ça me paraît très très élevé, c'est des chiffres du ministère, à prendre avec des pincettes, il faut peut-être regarder la méthodologie. Mais en tout cas, on voit que c'est un marché d'avenir, et c'est la raison pour laquelle actuellement, vous savez qu'au Sénat, il y a un débat sur un amendement à la loi numérique qui viserait à imposer à ces plateformes-là de déclarer auprès du fisc l'ensemble des transactions financières qui sont réalisées, puisqu'il y a un montant conséquent de l'argent qui est généré sur ces plateformes collaboratives qui échappe à l'impôt. Alors, là, cette diapo est assez intéressante puisqu'on voit qu'aujourd'hui, finalement, dans la vie de tous les jours, on peut réussir à monétiser l'ensemble de ces biens qu'on possède. On peut louer son chien pour aller faire une balade. Son sac Hermès, il faut bien l'amortir, donc on peut le louer. Bref, on voit que tout est louable, négociable. Alors, en Aquitaine, on a quand même des acteurs qui se sont installés sur ce créneau-là. Donc là,
3 ou 4 acteurs que AEC connaît bien puisqu'on les a accompagnés dans le cadre de l'auberge numérique. Jestock.com, Parking Facile, Sambot et Je loue mon camping-car sont des acteurs de l'économie collaborative et ils commencent à générer des revenus conséquents. Alors, on voit que toutes ces plateformes-là sont en train de se développer. On se demande s'il ne va pas y avoir à un moment donné quand même un trop-plein, puisqu'on voit des plateformes qui sont encore dans l'esprit de la consommation collaborative, puisqu'ici, vous voyez que sur cette plateforme-là, on peut partager sa machine à laver entre particuliers, c'est-à-dire qu'on va pouvoir louer la machine du voisin pour réaliser ses lessives. Donc là, on reste encore dans l'esprit partage, dans l'esprit économie collaborative et écologique. Mais à côté de ça, on a des plateformes ici, WebPet City, qui permet de proposer à quelqu'un de venir s'occuper de son chien la journée quand on n'est pas là, donner des croquettes, le promener, le garder jour et nuit. Donc on a ce type aussi de service-là, qui commence déjà à être un petit peu à la marge de l'économie dite collaborative, ou en tout cas des préceptes initiaux de l'économie collaborative. Alors ça aussi, c'est la grosse tendance du moment. Alors la tendance, c'est pas de se déguiser en maille à l'abeille. La tendance, c'est d'avoir des plateformes qui proposent l'allocation des objets du quotidien. C'est-à-dire qu'on a un mug dont on ne se sert plus, on va le louer, plutôt que de le laisser prendre la poussière dans son placard. Tiens, je pourrais peut-être me faire 10 centimes d'euros en le louant au voisin. Donc on a ça. Donc là, on voit donc que ce monsieur propose pour 5 € pour une journée de prêter son costume qu'il a dû mettre une fois. Voilà, c'est écrit là, il n'a servi qu'une fois. Donc plutôt que d'aller le donner finalement à une association caritative ou non, il préfère le louer puis tirer 5 € de cette location-là. Enfin, dernier exemple vraiment très à la marge, Airbnb. Alors là, on est à cheval entre le service sérieux et puis un petit peu l'humour américain, puisqu'ici, c'est une plateforme de location des toilettes. C'est-à-dire que vous allez être... Alors là, c'est en Louisiane, ça doit être... c'est en Louisiane, je ne sais plus quelle ville exactement, si quelqu'un reconnaît la topographie de la ville. Donc là, vous avez l'ensemble des toilettes accessibles par les particuliers. Donc si vous vous promenez le long de la rivière, vous savez que vous pouvez aller aux toilettes ici, ici, ici. Et les toilettes sont... Vous pouvez, alors il y a certains, l'accès est gratuit, d'autres il faut payer parce que le papier est triple épaisseur. Enfin, je vous laisse y aller, il y a vraiment c'est très sérieux. Les annonces sont vraiment détaillées à ce point-là, quoi. Il y en a certains même qui ont des balais de toilettes dorés et tout ça, enfin, c'est super. Donc voilà, donc on voit que l'économie collaborative ou ces plateformes-là, quand même, là aussi on a à boire et à manger, et il faut donc faire le tri. Et on peut se questionner sur les modèles économiques qu'il y a derrière, surtout. Voilà, comment ces entreprises, ces plateformes-là réussissent à vivre. Alors peut-être qu'elles vivent de levée de fonds, comme on l'a vu précédemment, peut-être qu'elles survivent, bref, il faudra qu'on voit dans le temps ce qu'elles vont devenir. Exemple intéressant, et ça fait le lien avec la première partie sur la blockchain, et puis avec l'intervention tout à l'heure de Guillaume Buffet, c'est cette plateforme-là qui s'appelle Open Bazaar et qui mixe finalement, qui revient un petit peu à l'idée originelle de l'économie collaborative avec un peu cet esprit libertaire de la blockchain, c'est de mixer blockchain et économie collaborative, et en fait, les individus vont pouvoir échanger, louer des biens de pair à pair. Donc le principe de la blockchain, c'est d'être de pair à pair, sans qu'il y ait un intermédiaire qui ponctionne à chaque fois, parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que là, il y a des ponctions. Là, sur Open Bazaar, c'est écrit là, no fees, donc il ne ponctionne rien du tout. Peut-être que là, c'est l'avenir de la consommation collaborative ou des plateformes de la consommation collaborative, et là aussi, on a peut-être la disruption des modèles qu'on avait vus précédemment. Voilà, la blockchain risque peut-être de tout bouleverser. Alors, troisième point, là, dans cette petite partie-là, l'émergence des objets connectés. Là aussi, ce n'est pas nouveau, Antoine en a déjà parlé. On est assis, selon certains penseurs, certains chercheurs, sur des mines d'or qui sont pour l'instant encore inexploitées par les individus, par contre, qui sont monétisées et exploitées par les géants d'Internet, les GAFA, qui, eux, savent récupérer et traiter et valoriser vos données. Avec l'émergence des objets connectés, on va pouvoir maintenant aussi tirer parti de ces microdonnées, donc que ce soit dans des objets du quotidien. Là, on voit une brosse à dents qui génère, enfin qui vous donne tout un tas d'informations sur votre brossage et qui génère des données.
Le miroir connecté, ça aussi, ça risque d'arriver bientôt donc, dans les salles de bain. Ici, vous avez un matelas connecté qui vous permet non pas de savoir si votre femme ou votre homme vous trompe, même si ce matelas-là existe, mais ce n'est pas l'exemple d'ici. Là, ici, c'est un matelas qui va prendre tout un tas de données sur votre sommeil. Donc, analyse du sommeil et données sur le sommeil, sur la qualité du sommeil. Et ici, bien sûr, le fameux compteur Linky qui fait débat. Et ces données, pour l'instant, l'utilisateur, à part consulter son smartphone pour dire « j'ai bien dormi » ou « je ne fais pas d'apnée du sommeil », il n'en fait rien. Ce sont les gros qui vont récupérer ces données et vous envoyer de la publicité ciblée par rapport à un oreiller, par exemple, ou ce genre de choses. Pourtant, comme le dit Evgeny Morozov, quelqu'un, quelque part, est disposé à payer pour savoir ce que nous sentons sous la douche. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que ces données, elles ont de la valeur pour quelqu'un. Pour l'instant, elles ont de la valeur pour qui? Pour les géants, qui les utilisent pour les revendre à des annonceurs pour vous faire de la publicité ciblée. Mais demain, si on se réapproprie ces données, si les utilisateurs qui utilisent des objets connectés se réapproprient les données, ils vont pouvoir eux-mêmes les valoriser, eux-mêmes négocier avec, par exemple, les annonceurs sur leurs données. Donc c'est un programme qui est mené notamment par la FING, donc le think tank FING, qui réfléchit depuis plusieurs années justement à la réappropriation, à inculquer aux utilisateurs ce paradigme-là de la donnée, de la production de données, et de faire en sorte que les utilisateurs les réutilisent à leur compte. Alors la FING ne va pas jusqu'à les monétiser, mais en tout cas, ça participe à ce processus-là. Et au final, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, si on arrive à monétiser ses compétences, si on arrive à monétiser ses biens, et enfin si on arrive à monétiser ses microdonnées, est-ce que finalement, le métier de demain, ça ne serait pas gestionnaire de ses actifs, c'est-à-dire que le matin, au lieu de mettre son costume pour aller travailler, on reste en pantoufle devant son ordinateur, pardon, je vous ai mis un rayon laser dans l'œil, on reste en pantoufle devant son ordinateur et on va gérer, comme un broker en bourse, on va gérer l'ensemble de ses compétences, de ses biens, de ses données, et passer sa journée finalement à tirer revenu de tout ce qu'on possède finalement, de tous ses actifs. Enfin, dernière partie, je vais me dépêcher parce que le temps tourne. On va aborder maintenant assez rapidement l'impact des accélérations qu'on a vues dans la première partie sur la transformation du marché de l'emploi et comment l'accélération, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la robotisation et l'automatisation, va bouleverser le marché de l'emploi. Alors, ces questions-là sont au cœur des débats, les économistes, les philosophes, les sociologues du travail sont en train de travailler là-dessus. Pour autant, ce débat n'est bien sûr pas récent. La robotisation, ça date au plus récent de la révolution industrielle, certains disent même à l'invention de la roue. L'automatisation, c'est un débat qui est pas récent, qui est vieux, mais qui aujourd'hui pose problème parce que l'accélération de cette robotisation fait craindre aux gens que la perte d'emploi là dans les années à venir. Ainsi, selon une étude, 27% des Français pensent que leur métier sera automatisé dans les 10 années à venir. Donc on voit quand même que c'est une préoccupation, que l'introduction de robots, les expérimentations qui sont menées ça et là, font quand même craindre aux Français, plus particulièrement, la perte de l'emploi dans les années à venir. Là, par exemple, je vais passer rapidement là-dessus, vous pouvez cliquer dessus, il y a une vidéo. C'est un robot qui va, à terme, pouvoir remplacer un chef de rayon, puisqu'il va passer dans les rayons, scanner l'ensemble des produits qui sont proposés et faire remonter derrière, dans l'entrepôt de stockage, toutes les anomalies de prix et tout ça. Donc ça, c'est le type de robot qu'on va voir bientôt, dans quelques années, déambuler au milieu des caddies quand on sera en train de prendre nos photos sur les produits en rupture de stock. Alors là, on a deux visions différentes de l'avenir. On a ceux qui voient dans la robotisation et cette accélération-là un effondrement de l'emploi. Bruno Teboul de l'Institut Kérus, lui, prévoit quasiment d'ici 10 ans, la moitié des emplois en France seront effectués par des robots et non plus par des humains. Andy Haldane, qui est économiste en chef à la Bank of England, donc quelqu'un de très sérieux, lui pense que 15 millions d'emplois seraient menacés d'ici une quinzaine d'années au Royaume-Uni par la robotisation.
pour abonder un petit peu dans leur sens, on voit apparaître ici, par ces gentils garçons, apparaître ce qu'on appelle l'évolution artificielle. Donc l'évolution artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est la convergence entre le robot, la robotisation, l'intelligence artificielle et le deep learning. Donc le deep learning, Laurent Pierre en a parlé, c'est l'apprentissage. Les robots vont apprendre d'eux-mêmes. Et en fait, ces petits robots-là, ces messieurs-là, travaillent sur des robots qui vont être dotés d'une intelligence artificielle, d'une autonomie de déplacement et tout ça, et qui sont, et là c'est important, qui sont dotés de micro-imprimantes 3D. Et en fonction de leur environnement, finalement, ils vont analyser l'environnement, et dès qu'ils vont buter sur un obstacle, l'intelligence artificielle va analyser par rapport à ce qu'elle sait, puis par rapport à l'analyse de l'environnement, et va fabriquer des nouvelles pièces qui vont permettre de dépasser l'obstacle, et donc finalement d'évoluer vraiment de manière autonome sur des zones qui ne sont pas forcément faites pour des robots. Donc là, on voit qu'on arrive vraiment à une économie post-humaine finalement, puisque le robot va être capable, contrairement à l'humain, de générer lui-même des nouveaux membres pour lui permettre de s'adapter à son environnement. Donc là, on est dans le post-darwinisme, si on veut. Et George Hortz, donc, qui est un hacker très connu qui travaille sur l'intelligence artificielle et sur les voitures autonomes, lui, carrément, il dit que dans 25 ans, l'intelligence artificielle sera capable de réaliser à peu près tout ce que l'humain sait faire. Et les derniers employés, finalement, ce seront qui? Ce seront des programmeurs d'intelligence artificielle. Donc lui, là, on pourrait penser que c'est un petit peu anxiogène, mais sauf que lui, non, il est dans une approche vraiment de libération de l'humain du travail. Pour lui, le travail, c'est une contrainte. Et il pense que le travail pour l'homme est une contrainte. Et qu'en remplaçant l'homme par des robots et par des intelligences artificielles, on va libérer l'homme et on aura une société post-travail. À l'inverse, on a des penseurs qui se montrent beaucoup plus optimistes. Et selon eux, finalement, le robot, l'intelligence artificielle, ne viendra pas détruire l'emploi de l'humain. Par exemple, alors là c'est une petite référence pour Antoine, voilà. On voit que le pilote automatique, donc ce monsieur-là qui est souriant, n'a pas encore remplacé le pilote. C'est-à-dire que certes, dans l'avion, c'est le pilote automatique qui pilote, mais on a quand même encore un humain qui est là physiquement pour assurer si le pilote automatique vient à défaillir et si éventuellement il faut redresser la barre. Dans l'industrie automobile aussi, si on prend un peu de recul et qu'on regarde non plus au niveau du métier, au niveau de la filière, mais à un niveau plus macroéconomique, on se rend compte que la robotisation dans l'automobile, certes, ça a détruit des emplois, mais souvent des emplois pénibles, et qu'à l'inverse, ça a créé dans le secteur de l'automobile de nouveaux emplois, et par un effet de déversement, ça a créé aussi dans les secteurs qui étaient annexes et connexes au secteur automobile, beaucoup d'emplois. Donc certains pensent que finalement la robotisation va permettre de créer des emplois. Donc selon eux, Watson, l'intelligence artificielle d'IBM, ne remplacera pas le médecin ni l'infirmière, par contre les aidera à prendre des décisions beaucoup plus optimales, beaucoup plus efficaces en un temps réduit. Pareil, selon eux, toujours, l'intelligence artificielle qu'a présentée Laurent Pierre en première partie, qui est capable maintenant d'écrire des articles journalistiques, elle ne remplacera pas le journaliste. Elle lui libérera du temps sur les brèves. Par exemple, là, l'exemple de Laurent Pierre, c'était un tremblement de terre. L'intelligence artificielle est capable d'analyser des données et d'en produire un petit article. Par contre, les articles beaucoup plus profonds, où il faut être sur le terrain et tout ça, le journaliste sera toujours une valeur ajoutée. Enfin, pour terminer, selon une étude récente, un rapport récent d'Accenture, on serait en train de se diriger vers une ère de la main-d'œuvre industrielle connectée. Donc c'est un concept qui est assez intéressant. Ils ont sorti un rapport là il y a quelques jours sur ce concept de la main-d'œuvre industrielle connectée. J'ai oublié industrielle. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, pour eux, les robots vont venir non pas remplacer les humains, mais vraiment les assister, leur faire prendre des décisions beaucoup plus efficaces. Et c'est également ce qu'on peut appeler la cobotique, qui est donc en fait la convergence entre l'humain et le robot. Et donc, pour terminer, selon eux, l'ère du Terminator, comme l'avait présenté Laurent Pierre tout à l'heure, n'est pas encore pour demain. Merci. Bon, alors pour conclure, et très rapide en 3 slides, parce qu'on est hyper à la bourre,
Si on devait faire un bilan comme il faut mettre des animaux dans les PowerPoint, on pourrait dire que c'est un peu la confrontation entre le guépard et l'autruche. Guépard, c'est l'accélération des technologies. On n'a évidemment pas balayé un champ très large. On aurait pu parler de génomique, de nanotechnologie. Vous avez un truc qui vient d'être rendu public il y a quelques temps, BioViva, c'est la patronne de BioViva, qui a fait une thérapie génétique sur elle-même, qui s'est traitée notamment sur le vieillissement des chromosomes, qui s'érode la partie verte avec l'âge. Elle s'est traitée depuis octobre dernier, et son test génétique qui est sorti le 23 avril dernier a montré que non seulement il semblerait, si ça s'avère totalement exact, que ça arrête non seulement le vieillissement des chromosomes, mais qu'elle a récupéré des chromosomes de 20 ans plus jeunes que l'âge réel de ces chromosomes. Donc vraiment accélération, tel le guépard, de ces technologies. L'autruche, 4 personnes. Alors je vais prendre mon anti-sèche. Bon, ce n'est pas tellement important leur nom. La première personne, à part sa coiffure colorée pour être raccord avec la cravate d'à côté, c'est simplement des Google Glass. Donc l'augmentation humaine par un accessoire externe, on se met des lunettes pour voir des informations supplémentaires. Le deuxième est un artiste anglais qui est daltonien, donc un handicap de naissance, qui ne voit pas les couleurs, et qui s'est greffé dans le crâne une caméra vissée dans son crâne qui lui permet d'avoir des vibrations différentes en fonction des couleurs qu'il regarde. Le troisième, qui est un chercheur américain, qui s'est fait injecter dans l'œil un produit qui lui a permis pendant 24 heures de voir la nuit. Et le dernier, qui est un aveugle de naissance, qui s'est fait, pas greffer, poser des lunettes, mais dont la caméra est branchée sur son nerf optique à l'intérieur de sa tête et qui lui a permis de lui redonner la vue. Donc là, on est sur 4 exemples du panel de ce qu'on peut mettre dans la catégorie homme augmenté. Et comme le dit l'auteur David Angevin, la réflexion politique sur la révolution des NBIC est inexistante alors que nous sommes au début d'un changement de civilisation. Donc ça montre bien un peu l'aspect autruche. Dès qu'on aborde ces notions d'homme augmenté, de transhumanisme, soit on crie « Waouh, génial, on va pouvoir faire des trucs géniaux », soit c'est « Waouh, c'est Satan, surtout, il ne faut pas ». Il n'y a aucun débat réellement posé sur le sujet, alors que derrière, c'est des problèmes éthiques, des problèmes juridiques, des problèmes politiques. Donc, couplage un petit peu entre ces deux mondes. Et pour conclure définitivement, n'oublions pas que ça reste toujours que des outils, ces technologies-là. On prend l'exemple de Kodak, dont on a dit qu'ils ont été tués ou quasi tués par le numérique. Rappelons simplement qu'en 80, c'était une société avec quand même pas mal d'employés, pas mal de milliards de dollars de chiffre d'affaires, dont le patron disait qu'il n'y avait aucune autre industrie légale permettant de faire autant d'argent légalement. Qu'en 1945, ils ont refusé quand même les brevets de Xerox sur le numérique. Qu'en 1950, ils ont refusé la technologie du Polaroid. Qu'en 1975, c'est un ingénieur de la recherche de chez eux qui a inventé l'appareil photographique numérique, mais qui ne sont pas allés sur le numérique parce qu'ils jugeaient ça pas prometteur. Et donc en 2012, ils ont vendu la moitié de leurs brevets, enfin 1000 des brevets portés sur le numérique sur les 20 000 brevets qu'ils avaient déposés. En 2012, ils les ont revendus parce qu'ils allaient très mal à Apple, Google et Samsung. Et donc en conclusion, ce n'est pas un problème lié au numérique, c'est simplement un problème d'anticipation et de transition d'un ancien modèle à un nouveau modèle. Et très souvent, dans ce que l'on a vu là, le problème est là, c'est l'adaptation à une transition avec le numérique. Donc merci définitivement.